Et bonjour à tous et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver pour le début de la présentation de mon animé favori de tous, Steins Gate. Mais avant de partir dans les réjouissances de cet animé que j'adore tant, nouveau petit mot effectivement sur Akira Toriyama qui nous a quittés vendredi. Alors, il est mort en réalité vendredi d'avant le 1er mars, on l'a appris une semaine plus tard, comme c'est assez régulier pour les grandes personnalités japonaises, c'est normal, pour que la famille fasse son deuil avant que le monde soit au courant, j'ai envie de dire c'est assez normal. Donc le papa de Dragon Ball, même si évidemment dans sa carrière il n'a pas fait que ça, mais on retiendra principalement son nom dans le panthéon du manga pour cette œuvre, hein, vraiment uniquement, enfin uniquement peut-être pas, mais en tout cas principalement. Euh, on doit tellement à cette œuvre, et je pense qu'on s'en rend pas forcément compte. Alors, outre le fait de l'influence évidente sur les deux autres grands, comme on les appelle les trois grands, Dragon Ball, One Piece, Naruto, sans en Dragon Ball, One Piece et Naruto, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas pas sous cette forme-là. Le Neketsu, donc outre le fait de l'influence évidente qu'Akira Toriyama a eu dans le monde du manga, dans des œuvres Neketsu classiques, qui nous montrent qu'on peut avoir sans apporter des thématiques super complexes, poser des questions élémentaires sur le sens de la vie ou je sais pas quoi, eh ben on peut tout à fait créer des œuvres excellentes. Et Dragon Ball est là pour nous le montrer. Même si on utilise des clichés, même si des fois on utilise du fanservice, eh ben c'est pas grave, parce que Dragon Ball c'est bien plus que ça. Et donc c'est une œuvre qui restera à tout jamais dans les mémoires. Et outre le fait de son influence évidemment sur le manga japonais, c'est aussi son influence sur notre culture, sur nous en France, et de se dire que ça fait partie de ces œuvres très très peu nombreuses qui ont peut-être un impact, je dirais, de culture du manga. Et sans Dragon Ball, Dragon Ball c'est peut-être la pierre angulaire qui permet aux communautés de fans d'animés japonais de survivre dans les années 90 qui sont assez complexes quand même en termes d'œuvres proposées, où c'est pas toujours facile d'y adhérer, même si ce sont des très bonnes œuvres qui sortent dans les années 90, je ne les critique pas, mais c'est plus difficile d'y entrer dans une France qui commence à s'ouvrir à l'animation japonaise. Mais quand tu regardes l'impact de Dragon Ball et son placement dans l'histoire, entre le moment où en France, alors évidemment Akira Toriyama n'était pas du tout au courant de ce qui se passe en France à ce moment-là, et je pense que ça n'impacte pas son œuvre, mais nous, en fait, dans l'impact, entre le moment où le Club Dorothée ferme ses portes et le moment où les forums sur Internet commencent à exploser et où les communautés de fans commencent réellement à avoir de l'influence et à, et à gagner contre la politique de censure du gouvernement français, euh, et bah c'est cette période des années 90 et c'est pas les animés psychédéliques des années 90 qui vont permettre ça. Et en fait, que ce soit les premières boutiques de manga à Paris, que ce soit même les premiers cosplays qui sont faits et aussi par des fans, ça tourne autour de Dragon Ball. Est-ce que on peut le dire? C'est difficile à prouver, mais ça peut se défendre. Mais est-ce que sans Dragon Ball, est-ce qu'il y aurait eu un tel engouement de l'animation japonaise en France? La question est sérieuse et peut se poser. Pour moi, la réponse est compliquée à donner parce que tu peux pas être sûr à 100%. On peut dire Messi, 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 etc. On peut refaire le monde avec des si, comme dirait l'autre. Mais Dragon Ball a un impact indéniable, et ça c'est sûr, et que ce soit évidemment dans le manga japonais, mais donc évidemment dans notre culture et l'appréciation qu'en France on a des œuvres japonaises et qu'aujourd'hui bah, les mangas, les animés, c'est quelque chose qui parle en fait chez nous, et que aujourd'hui, et quelle que soit la génération, c'est pas quelque chose qui est réservé à la jeune génération, d'apprécier les mangas, c'est possible, il y a des millions d'admirateurs en France, c'est on est un gros pays consommateur d'animation japonaise, mais ça c'est quelque chose qu'il faut le dire. Et après donc ce nouvel petit hommage, après le post que j'avais fait vendredi justement au moment où on avait appris sa mort, bon bah j'avais envie d'en reparler parce que c'est quand même pas n'importe qui nous a quittés aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, il y a quelques jours. Enfin il y a même plus d'une semaine, mais peu importe. Il restera jamais gravé dans les mémoires et n'en témoignent que ce qu'en disent les hommes comme Eiichiro Oda c'est toute son enfance, Dragon Ball. Eiichiro Oda, sans lui, bah, il écrit pas One Piece. Ou peut-être qu'il écrit One Piece, mais c'est pas un Neketsu. Enfin, ça ne ressemble à rien. Les aventures de Luffy n'existent pas sans Dragon Ball. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être oublié aussi, peut-être
être, mais je pense pas par les vrais grands fans de One Piece qui n'oublient jamais d'où viennent leurs œuvres et qui suivent avec grande attention évidemment le parcours d'Eiichiro Oda et ce qu'ils peuvent dire évidemment. Eiichiro Oda n'a jamais caché hein, son admiration profonde envers Dragon Ball et Akira Toriyama. C'est voilà, c'est un mythe qui nous quitte, mais bon, faut faire avec, la vie continue. Voilà. Bon, sur ces paroles pas très réjouissantes, aujourd'hui on va parler évidemment de Steins Gate et on commence l'aventure avec les épisodes 1 à 4 aujourd'hui. Donc comme je dis, 4 épisodes au lieu de 3, on accélère un petit peu, pas trop non plus. Alors Steins Gate, pour que tout commencer par la base, Steins Gate c'est un animé qui est réalisé par White Fox. Alors White Fox c'est un studio qui est assez récent, qui a été fondé en 2007 et qui est connu pour Steins Gate évidemment, qui est sa première grande œuvre. Les deux autres œuvres remarquables, alors évidemment il y a d'autres animés très bons, mais dans les animés très connus, on a notamment Goblin Slayer, et évidemment je pense l'animé le plus populaire parmi tous ceux qu'ils ont pu créer, Re:Zero. Alors après Re:Zero, je dis pas que c'est l'animé du siècle, ça reste un isekai, hein, on va pas se mentir, mais en vrai ça va, pour un isekai c'est plutôt pas mal. Hein. Moi je sais que je suis pas un grand fan d'isekai, et au bout d'un moment ça me gave un petit peu de revoir les mêmes merdes qui nous pondent chaque année. Mais celui-là, il est plutôt cool. Enfin, Re:Zero, ça va. On a vu pire, ça va. Mais bon, dans les productions, évidemment, Steins Gate étant mon animé préféré, bien sûr que la production favorite de White Fox, c'est Steins Gate aussi. Hein. Logique. Alors, outre cet animé, hein, évidemment, qui a été diffusé en 2011, on a évidemment Steins Gate Zero qui va être en 2018, donc ça c'est la deuxième saison. Mais on aura des épisodes spéciaux avec l'épisode 23 bêta de la première série dont on reparlera sur la chaîne pour expliquer ce que c'est, l'OAV complémentaire de Steins Gate, l'OAV complémentaire de Steins Gate 0 et le film d'animation de 2013, donc on reviendra également sur cette chaîne. Et on parlera de rien d'autre. Alors comme vous le savez, les mangas on rentre pas dans les détails, et surtout que Steins Gate en fait ça vaut pas vraiment le coup. La grande majorité des mangas sont des mangas spin-off qui ne servent à rien et qui sont peut-être qui peuvent donner quelques petits détails supplémentaires sur le passé des personnages, mais on n'en a pas besoin en fait. Et que ces mangas, soit sont des mangas pas du tout canons qui sont juste des blagues ou je sais pas quoi, des trucs complètement extérieurs à l'histoire donc on s'en fout. Ou alors c'est des trucs intégrés à l'histoire mais en fait qui reprennent exactement la même histoire qu'on connaît de Steins Gate dans l'anime, donc en fait ça ne change rien, mais sauf qu'on prend le point de vue de Kurisu Makise, de Suzuha Amane, de Moika Kiryu même une fois, et également de Monsieur Brown, qui est un personnage très secondaire hein, dans l'anime, hein, donc autrement dit, on prend d'autres points de vue de la même histoire que Rintaro Okabe. Le seul manga qui est peut-être les seuls mangas qui sont à peu près intéressants, c'est évidemment les mangas Steins Gate qui reprennent l'anime et les mangas Steins Gate 0 qui reprennent Steins Gate 0, mais et également ceux du film Deja Vu in the Load Area, pardon, je vais y arriver, qui est donc le film d'animation. Alors, le film d'animation est déjà pas ouf, donc les mangas sont pas incroyables non plus. Steins Gate 0, les 6 volumes sont intéressants, je vous invite à les lire, mais il y a très peu de différence par rapport à ce qu'on voit dans l'animé, donc finalement c'est pas très intéressant d'en parler également. Et les mangas Steins Gate originaux sont extrêmement mauvais. Et ça, je l'appuie souvent, je les ai achetés, oui, ils sont là. En fait, ils sont décevants. Alors, ils sont décevants, sachant que je connais l'animé assez bien. Ils sont décevants pour une seule et simple raison, Rintaro Okabe. Le personnage de Rintaro Okabe, il fait partie du charme en fait de l'animé de Steins Gate. Et en fait, la personnalité de tous ces personnages-là fait partie du charme de Steins Gate. Et à un moment donné, si tu fais l'opposé et un personnage qui est un peu différent quand même, et qui est très antipathique hein, finalement dans le manga, c'est assez peu plaisant à lire. Et quand un personnage de Rintaro Okabe qui est aussi froid, ou ces séquences où il pète ses délires sur je suis le grand savant fou, tout ça, dans l'animé c'est marrant. On se marre quand il fait ça. Mais dans le manga, c'est assez lourdingue et c'est pas très drôle. Alors est-ce que c'est un manque de dynamisme parce que l'animation permet de faire des mouvements et pas les mangas, enfin plus difficilement, je sais pas. Mais je pense aussi que c'est la façon de dessiner Rintaro Okabe et les relations beaucoup plus obscures qu'il a, je trouve, avec les autres protagonistes de l'histoire. Donc moi, je ne suis vraiment pas fan du manga Steins Gate original, donc on ne parlera pas, évidemment. Mais évidemment, j'ai parlé des mangas qui sont en fait pas des versions officielles, parce que, en fait, là, contrairement à beaucoup d'animés
où t'as effectivement un manga, et puis ensuite derrière on reprend en animé, bon bah voilà. Là, les mangas ont pas tellement plus de valeur que les animés, parce que souvent les mangas sont écrits après, ou même en même temps. Alors vous me direz c'est pas rare, mais c'est surtout parce que à la base Steins Gate c'est pas un manga, et que à la base Steins Gate c'est pas un animé non plus d'ailleurs, c'est un jeu vidéo, un visual novel qui est sorti en 2009 sur Xbox 360. Et bon, bah, le jeu vidéo, il est sympa. Vous pouvez y jouer sur absolument toutes les plateformes. Il y a même une version Switch qui est sortie récemment. Il y a une version aussi sur PlayStation 3. Sur, je sais pas, je crois pas qu'il est réédité sur les consoles plus récentes. Ils l'ont sorti sur Windows aussi, sur iOS, Android également. Enfin, vous pouvez le retrouver partout. Par contre, sur iOS, j'ai regardé, il coûte 20 balles. Hein. Donc, euh, c'est un peu décourageant, mais bon. Pour la blague, c'est peut-être un peu cher, mais voilà. Alors, pour le point qui est intéressant, le visual novel, effectivement, tout le tracé du visual novel te permet de faire des choix qui vont déterminer la fin du jeu vidéo. Donc, il y a plusieurs fins possibles. Je sais plus combien il y en a exactement, mais je crois qu'il y en a au moins 6, peut-être 7. Euh, et l'animé, évidemment, ne va pas s'emmerder à traiter toutes ces fins-là, parce qu'il n'y a pas le temps, et va simplement choisir une seule. euh, et va un petit peu l'adapter de manière un peu différente. Donc finalement, c'est une adaptation qui ressemble pas totalement à un jeu. Pourquoi? Parce que le jeu n'est pas du tout scripté. Le jeu te permet de faire tes choix et il y a un script, ok, mais c'est sur plusieurs fins différentes. On n'est pas sur un jeu où tu as une mission finale qui est programmée et quoi que tu fasses dans le jeu, tu vas arriver à cette mission finale, à ce boss final, etc. Steins Gate, c'est pas comme ça. C'est un visual novel qui te laisse le choix. Donc effectivement, l'animé, dans ce sens-là, reprend effectivement l'esprit de Steins Gate, reprend effectivement les personnages de Steins Gate du jeu vidéo, mais modifie considérablement quand même les éléments de l'univers pour faire un peu un truc à sa sauce. Alors, ça reste crédible, et c'est là aussi un point qui est très important sur l'animé, et c'est quelque chose que je vais faire à travers un petit schéma qui va être évolutif, comme la fiche analytique que j'ai fait sur Evangelion. Là, on va faire une frise chronologique des événements de Steins Gate, parce qu'au bout d'un moment, vous allez voir, ça va commencer à devenir un peu compliqué. Donc on va faire des lignes chronologiques, en l'occurrence il y en aura plusieurs, évidemment, vu qu'il y a des voyages temporels, on va avoir plusieurs lignes chronologiques, et on va essayer de suivre cela. L'animé nous permet, avec ces chiffres orange que l'on voit à plusieurs reprises dans l'animé, nous permet de suivre à quel moment on change de ligne temporelle. Donc là ils nous font un petit indice. Un point qui est intéressant, c'est que les réalisateurs se sont basés sur une théorie existante, très sérieuse, de l'astrophysique. Et que donc, les théories des lignes d'univers, c'est une théorie que vous pouvez retrouver sur différents sites internet, qui est une théorie donc, qui est purement sérieuse. Donc, le fait d'avoir utilisé une vraie théorie des lignes du temps, hein, qui donc reste une théorie, hein, c'est pas prouvé, bah, est plutôt intéressante parce que ça donne une espèce de crédibilité, une certaine cohérence à l'univers. Et ça, c'est quelque chose qu'a souligné. Un animé qui parle de voyage dans le temps, ok, c'est une chose, mais un animé qui fait comme thème principal le voyage dans le temps et qui ne se foire jamais dans ses reprises de voyage temporel, c'est très rare, et la performance de Steins Gate est à souligner pour ça, d'avoir réussi à faire une cohérence d'événements chronologiques dans un animé de 24 épisodes. C'est quand même très compliqué de réussir à le faire, et pas mal d'animés se sont un peu chiés la gueule au-dessus là-dessus. Hein, mais vraiment, prologue du commencement et de la fin. Épisode 1, diffusé le 6 avril 2011. On commence déjà assez vite avec le personnage de Rintaro Okabe, qui est accompagné du coup de sa fidèle amie Mayuri Shina. Alors on reviendra sur la relation de Rintaro et Okabe et Mayuri plusieurs fois dans ces vidéos, parce que c'est quelque chose de très très important, mais à travers ces premiers événements, où quand t'as vu l'animé en entier, tu sais un petit peu pourquoi l'épisode s'appelle comme ça, et qu'effectivement il y a plusieurs références et événements particuliers qui vont nous faire rappeler ce qui va se passer à la fin, notamment le fait que Rintaro Okabe à un moment va entendre un cri qui vient du plus loin dans le bâtiment, qui est en réalité son propre cri. Alors pourquoi il s'entend lui-même crier? Bah, on sait très bien pourquoi. Et on aura la confirmation avec ces voyages temporels justement à la fin. On reviendra en temps voulu sur cette question. Mais juste avant d'entendre ces cris, il y a déjà plusieurs éléments assez intéressants, notamment le fait qu'il y a une espèce de machine bizarre qui s'est posée sur le toit du bâtiment, avec une espèce de jeune femme. On a l'impression que c'est une jeune femme qui fait un petit coucou de loin. Alors, on ne sait pas si elle a vu Rintaro Kabe la regarder, on n'en sait rien, on ne sait pas à qui elle fait des signes,
ou si elle fait des signes à quelqu'un d'ailleurs, on n'en a aucune idée. Et Rintaro s'en va. Une machine qui est posée là-dessus. Rintaro va à une conférence, donc il assiste à cette conférence, s'embrouille un peu avec tout le monde, avec le professeur qui tient la conférence, mais ça c'est pas le plus important, va retrouver Mayuri et va lui acheter, enfin, va lui acheter plus ou moins, un Noopa très rare qui est un Noopa en métal. Mayuri va le reprendre et Mayuri va le perdre. Évidemment, cet Noopa en métal, pour ceux qui ont vu Steins Gate, il est extrêmement important à la fin de l'animé. Donc, un petit détail de début d'animé dont on fait pas forcément attention et quand on est à notre premier visionnage et qui est important en fait pour la suite. Alors le Noopa en métal, on va un peu le laisser de côté parce qu'en fait on s'en fiche à ce moment-là de l'animé, que ce soit un Noopa en métal ou pas, mais à la fin ça prendra une importance. Et de se dire que à ce moment-là, il s'est rien passé au niveau des voyages temporels. On est toujours à la ligne standard de l'univers tel que l'animé a commencé. Et ça c'est important de le souligner. Ça deviendra plus clair avec l'explication totale du parcours temporel de Rintaro Okabe, et c'est pour ça qu'on a besoin de faire un schéma qui explique les lignes temporelles, parce que sinon on va se perdre avec tous ces chiffres qui traînent partout. Et il y a un autre élément évidemment qui l'appuie, c'est évidemment Kurisu Makise qui croise Rintaro Okabe et qui lui dit « Eh mais pourquoi vous m'avez agrippé il y a un quart d'heure, vous avez l'air paniqué, etc., bouleversé sur ce qui s'est passé. » Rintaro Okabe ne comprend rien, parce qu'évidemment il ne l'a jamais vu. Mais effectivement, encore une fois, à la fin de l'anime, on comprendra pourquoi Kurisu a dit ça. Et d'ailleurs, Kurisu redira ça à la fin de l'anime, dans la même séquence. Enfin, si vous avez vu l'anime, vous voyez ce que je veux dire. Si vous ne l'avez pas vu, vous me dites, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Mais voilà, c'est le genre d'anime, effectivement, où... Et ce que j'adore avec Steins Gate aussi, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore cet anime, c'est que pour comprendre bien ce qui se passe à la fin, tu as besoin des tout premiers éléments qui sont donnés au début. Prologue du commencement et de la fin, c'est le nom de l'épisode 1, c'est pas totalement un hasard. Après justement avoir vu Kurisu Makise morte dans un bain de sang, après avoir entendu ce fameux cri qui ressemble au sien, il sort et envoie un message à Hitaru Ashida, son pote qu'on n'a pas encore vu à l'écran, mais on le verra dans quelques instants. Changement de ligne d'univers. Il y a des chiffres qui s'affichent, on n'a pas forcément le temps de bien les voir, mais je peux vous assurer que ce sont les numéros 0, 5, 7, 1, 0, 2, 4. Ce qu'on appellera plus tard dans l'univers la ligne alpha. En l'occurrence, notre personnage vient de la ligne bêta. C'est la ligne d'univers à laquelle on était au début, qui était la ligne 1,130,426. Alors, vous me dites, mais ces chiffres, ça veut dire quoi? Rien du tout. Ne cherchez pas une signification dans ces chiffres, ça ne veut rien dire et on s'en fiche. L'important, c'est pas ce que ces chiffres sont, mais c'est que je vais les noter effectivement dans la ligne temporelle pour voir à quel moment ils changent. Le fait qu'il passe de ce chiffre à ce chiffre, c'est pas important, c'est le fait qu'il a changé qui est important. Et si le chiffre ne change pas, on ne change pas de ligne d'univers, et donc les conséquences et les événements qui vont suivre dans cette ligne d'univers ne changeront pas. Par contre, dès le moment où il y a un changement de ligne d'univers, ça change les événements, pas forcément la conséquence, mais ça change en tout cas les déroulements d'événements qui vont amener à cette conséquence. Évidemment, après ce qui se passe dans l'épisode 12, vous voyez ce que je veux dire. Cet événement final, c'est évidemment ce qui se passe à l'épisode 12. Voilà, on reviendra dans la troisième vidéo sur l'épisode 12, bien sûr. Après ce changement de l'univers, toutes les personnes sont disparues. Alors, les personnes n'ont pas disparu, hein, ça c'est important de le préciser, on aura plusieurs preuves qui le montreront après. Les personnes n'ont pas disparu, elles n'ont juste jamais été là. Pourquoi? Parce que la police, etc., a bouclé le secteur, parce qu'il y a ce fameux satellite qui, cette fois-ci, n'est pas posé sur le bâtiment, mais s'est écrasé dans le bâtiment. Et c'est pas qu'il a bougé, et ça c'est important de le préciser. C'est pas que cet engin qu'on prend pour un satellite a bougé d'endroit, genre il s'est épais du toit jusque dans le mur. Non, 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 non. Parce qu'il ne s'est jamais posé sur le toit dans cette ligne d'univers. Il s'est directement escrabouillé dans le bâtiment. On n'est pas dans la même ligne d'univers, les événements ne sont pas les mêmes. Et effectivement, après les différentes explications qu'on aura plus tard, on pourra revenir sur ces éléments du début qui nous permettra de montrer dans quelle ligne d'univers on est. Alors, effectivement, au début, à l'épisode 1, c'est pas très clair, hein, mais on verra tout de suite, évidemment, en temps voulu, sur ce que tout cela veut signifier. Ensuite, on a la présentation des personnes du laboratoire. Le membre 001, Rintaro Okabe, Mayuri Shina, ou Mayoshi, 002,
Alors, Rintaro Okabe, c'est évidemment Okarin, ou le grand Obin Kyoma, enfin, plusieurs noms, évidemment. Et Daru, ou Itaru Ashida, de son nom complet, le membre 003. Donc la présentation des membres à travers une séquence où même Itaru va nous faire une petite question sur le fait que peut-être ils sont des personnages de fiction et qu'on les regarde à travers un monde de pixels. Une petite destruction du quatrième mur, vite fait, hein, c'est pas si prononcé que ça, je trouve, mais excellent passage. Excellent passage et ça nous montre vraiment cette, cette envie de nous montrer un peu de tout. Donc ensuite, on apprend que Monsieur Brown leur loue l'appartement du dessus, on fait réparer la télé là-bas. On apprend aussi que la conférence a été annulée, que Rintaro Okabe n'a jamais été, parce que heureusement sinon il se serait écrasé par le satellite. La ligne d'hiver est complètement différente. Rintaro Okabe ne comprend pas parce qu'il a l'air d'avoir des souvenirs de la ligne précédente. Mayori et Itaru le regardent en mode mais il est complètement con celui-là. Et les événements se poursuivent et on va se retrouver dans une autre conférence qui va être tenue par une certaine Kurisu Makise. Au moment de rentrer dans l'ascenseur, Itaru se fait shipper son téléphone par Rintaro parce que Rintaro a envie de vérifier les messages que son ami a reçus, où il disait que Kurisu a été poignardé. Il a été envoyé en 3 parties et a été envoyé dans le passé. Évidemment que c'est un petit peu perturbant pour Rintaro, qui constate que effectivement ces messages ont bien été envoyés le 28 juillet, mais que son ami l'a reçu le 23. Donc il l'a reçu avant que son ami les envoie. S'il n'a aucun sens, hein, on est bien d'accord. On comprendra peut-être un peu plus tard. À l'ouverture de l'ascenseur, on se rend compte que c'est Kurisu Makise et qu'elle est en vie. Et l'épisode 1 se conclut là-dessus. Bon. Alors, du coup, dans cet épisode 1, on a très clairement une envie de nous afficher, on a changé complètement de ligne d'univers, on n'est plus... Enfin, il y a eu un changement direct dans la séquence, que ces petits chiffres orange qui est apparu pour la première fois, peut-être qu'au premier visionnage, on n'y prête pas forcément attention, mais c'est une erreur, il faut y porter attention. Pas pour lire exactement les chiffres qui sont affichés, ça c'est pas important comme je l'ai dit, mais seulement pour voir qu'ils sont différents. Alors vous me direz, ok, mais les chiffres de la première version, donc du début, on les avait pas vus. Donc effectivement, on pouvait pas le savoir vu que c'est le premier changement. Les chiffres que j'ai donnés pour la ligne bêta, ce sont des chiffres officiels qui vont être reconnus plus tard. Donc là, j'anticipe un peu le coup. Épisode 2, Paranoïa du voyage dans le temps, 13 avril 2011. Donc Rintaro observe Kurisu Makise, elle est en vie et il essaie un peu de la toucher. Bon, dit comme ça c'est bizarre, mais effectivement le comportement de Rintaro est bizarre. Et les Rintaro et Itaru vont aller la suivre dans sa salle de conférence qu'elle va tenir sur le voyage dans le temps, en disant que les machines de train dans le temps, ça n'existe pas, tout ça, ça ne peut pas exister. Et Rintaro va essayer de s'énerver et faire son mec intéressant. Et il va se faire défoncer intellectuellement, enfin on le comprend. Première scène assez comique entre la proximité qui peut-être commence un petit peu à naître dans ce début d'épisode 2 entre Rintaro et Kurisu, même si Kurisu ne connaît pas Rintaro pour l'instant. Vu qu'effectivement dans cette ligne d'univers, et ça faut le préciser, Rintaro n'a jamais vu Kurisu. Pourquoi? Parce que déjà parce qu'il est jamais allé à ce bâtiment de Radio Kaikan, probablement justement pas non plus Kurisu, et que, on le rappelle, Kurisu, force est de constater qu'elle est jamais morte. Donc Rintaro a le souvenir de l'avoir vue morte, mais en fait elle n'est pas morte dans cette ligne d'univers. Du coup, peu importe en fait, ça ne change rien sur le fait que Kurisu, là pour le coup, n'a pas eu ce passage de contact bizarre avec Rintaro dans la Radio Kaikan, celle-ci n'est jamais arrivée dans la ligne Alpha. Donc ça, différence. Ensuite, au sanctuaire Yanabayashi, on va aller rencontrer Rukaku Urushibara, un personnage assez secondaire, qui est un garçon très féminin, on va dire, dont Rintaro a l'air d'admirer ou d'avoir une petite attirance sur lui ou elle, mais se dit, mais c'est quand même un garçon, tout ça, pas très clair. L'anime joue un petit peu avec cette pression-là de garçon-fille de Rukaku. C'est peut-être des fois un petit peu à la limite de l'acceptable, mais bon, on va fermer les yeux. Et ensuite on continue, on fait la rencontre de Suzuha Amane qui vient d'arriver et qui a 18 ans et qui veut être embauché dans le magasin de télé de Monsieur Brown. Donc là on présente à la suite 2 personnages secondaires, même si Suzuha Amane est peut-être le personnage secondaire le plus important de l'histoire. Et donc j'entends que Kurisu et Mayori sont des personnages principaux et que Rintaro est le personnage principal. Ça c'est... Bon, après, moi j'ai différents grades. Moi je considère que il y a toujours un personnage au-dessus, mais qu'on peut appeler quand même ce que j'appelle les personnages secondaires principaux.
Par exemple, Kurisu est un personnage secondaire principal, c'est-à-dire que sans elle, l'anime ne peut pas exister en fait tel qu'il est actuellement, tel qu'il est. Alors vous me direz, pour les autres personnages ça marche aussi, mais par exemple, c'est vrai qu'une Ferris ou une Rukako ou une Moeka, il y a, il y a moins d'impact sur l'anime que Kurisu, c'est indéniable. Mais évidemment, Rintaro reste le personnage principal de l'anime, bien sûr. Alors, Rintaro, en rencontrant Suzuha, continue à leur raconter ses salades, l'organisation, le choix de Steins Gate, tout ça, voilà, les délires de Rintaro. On commence déjà un petit peu à s'habituer, on est qu'à l'épisode 2, mais on l'a déjà bien compris. Et ensuite, on apprend plus sur ce John Titor. John Titor, c'est un voyageur temporel qui serait venu de l'an 2036 et qui nous dit que le CERN serait à l'origine d'une dystopie mondiale qui contrôlerait absolument tout sur la planète, y compris les recherches scientifiques. On n'a pas trop d'informations, mais ce qu'on sait, c'est que dans l'esprit de Rintaro, John Titor, il est arrivé dans les années 2000 et il fait un retour en 2010. Sauf que ce John Titor dit que il est jamais venu dans les années 2000 et qu'il doit se tromper. Ou alors il se dit que c'est un intérêt plutôt grand pour voir que Rintaro Kabe a justement vécu plusieurs lignes d'univers. Ça déboussole encore Bayori Itaru, ses histoires, etc. Où Rintaro commence un peu à délirer, à voir qu'il y a pas mal de choses qui disparaissent, notamment quand il fait des recherches sur ce John Titor. On continue avec justement Moeka Kiryu, un autre personnage secondaire qui est présenté dans cet épisode, qui est toujours sur son téléphone, que Rintaro va appeler Shining Finger pour taper si vite, et qui va être extrêmement peu ouverte, toujours à se cacher sur son téléphone. Elle le protège énormément. Lorsque Rintaro veut lui écrire simplement son adresse, ça lui fait peur, enfin on ne sait pas. Alors qu'elle fait son chantage contre les photos pour des informations sur un ordinateur qu'elle recherche. Un ordinateur qui est donc l'IBM 5100, qu'on apprendra son nom quelques instants plus tard. Juste après ce passage avec Moeka, Rintaro il va au Maid Café où il retrouve son ami Mayuri qui a cette perruque blonde, qui travaille au Maid Café, et un autre personnage secondaire, et là on les a déjà tous, les personnages secondaires, avec la dernière, Ferris. Et Ferris Nian, qui est son nom de Maid Café, miaou miaou. Mais de son vrai nom, c'est Rumio Akiya, Ferris. Donc ça, c'est un personnage qui est assez menteur, possessif, etc., qui fait penser un peu à Rintaro, et du coup, Rintaro fait des blagues là-dessus en lui disant « vous pouvez pas finir ensemble », etc. Mais Rintaro est là plus sérieux pour discuter justement de Moeka, qui lui a parlé de cette IBM 5100. Et c'est là que Hikaru Ashida dit justement à Rintaro que c'est un IBM 5100 que cette femme recherche. Pour terminer cet épisode, on a du coup l'expérience encore une fois avec les bananes, mais cette fois-ci on ne met qu'une seule banane dans le téléphone micro-ondes et elle se transforme encore une fois en gel, comme on l'a vu, banane gélifiée verte, mais elle retourne à sa position d'origine en se réattachant aux autres bananes. Ce qui n'est pas évidemment qui surprend pas mal de gens, sous les yeux de Kurisu Makise qui s'est introduit dans le laboratoire. Et fin de l'épisode 2. Épisode 3, Paranoïa du monde parallèle, 20 avril 2011. Alors là, je trouve que c'est une séquence qui commence assez fort, où on a un côté un peu sérieux de Kurisu qui veut étudier un peu cette banane, etc. Mais la scène tourne très vite au comique, avec déjà cette première intrusion de Kurisu qui n'enlève pas ses chaussures qu'elle n'a pas l'habitude. Elle avait oublié que les hommes au Japon n'ont aucune manière quand Rintaro lui refuse de serrer la main. Après, il y a ces allusions très sexuelles, pervers avec les banades, etc. plusieurs fois. L'ambiance de l'anime est encore assez légère et assez comique, ce qui va changer passablement dans la suite des événements, mais on s'amuse bien. C'est une séquence qui est assez drôle, alors que voilà, on est en train d'étudier cette pauvre banane verte qui a encore été victimisée, pour essayer de comprendre comment il a fait. À l'arrivée de Mayuri, et ça c'est très intéressant, Mayuri et Kurisu, enfin en tout cas Kurisu a un comportement très jovial et très gentil avec Mayuri, mais c'est un peu gêné au côté un peu tactile de Mayuri qui est très très proche évidemment des autres. Mayuri d'ailleurs, il faut le dire, dans cette séquence on voit deux grands clichés de l'animation japonaise et qui sont des clichés qui sont pas toujours négatifs d'ailleurs. Le personnage typé Moe de Mayuri, personnage que tu as envie de protéger, tout mignon, tout gentil. Et Kurisu qui nous fait bien penser à une vieille tsundere comme il faut, la tsundere énervée, et déjà la proximité avec Rintaro et ce comportement de tsundere qu'elle a avec lui est déjà très visible à travers cette séquence de l'épisode 3. Donc ça c'est quelque chose qui va nous suivre pendant tout l'anime. Kurisu devient donc le membre du labo 004, Christina évidemment, ou la zombie,
ou l'assistante. C'est 48 000 noms ridicules que Rintaro lui donne. Ça aussi, ça appuie sur un peu le côté un peu humoristique. Ensuite, ils refont une expérience avec le fameux téléphone pour remontrer que les messages du téléphone micro-ondes s'envoient dans le passé. Et donc, c'est avec ce qui s'est passé à l'épisode 1 et ce nouveau test de l'épisode 3, nos amis comprennent que c'est bien une machine à voyager dans le temps. Ce qui perturbe profondément Kurisu, qui s'en va paniquer. Parce que ça la heurte dans ses fondements. Après ce moment, on fait des recherches sur le CERN avec ce fameux collisionneur de hadrons et sur la rumeur qu'ils auraient une machine à voyager dans le temps en 2034 selon John Titor toujours. Il prévoit de faire un piratage du CERN, ce que Itaru ne comprend pas tout de suite en se disant ouais mais il est complètement taré mon ami, Itaru va faire ça. Selon de John Titor toujours, la dystopie sur laquelle on vivra, ce sera un truc communiste dans l'équivalent du monde du XVIIIe siècle. Ça a l'air chouette en tout cas. Et évidemment, et cette personne est, comme on le dit, très intriguée par les histoires que Rintaro lui raconte avec ce souvenir qu'il a de lui des années 2000. Avec le piratage du CERN, on va retrouver des informations, et grâce à Itaru, sur un certain programme Z, qui montre qu'il y a eu des mini-trous noirs qui ont été créés contrairement aux informations qui ont été démenties, qui ont été dites par le CERN, et que surtout, il y a ce fameux Error Human is Dead Mismatch, et c'est sur ce plan d'ailleurs qu'on va s'arrêter, épisode 3, sur l'Error Human is Dead Mismatch. Et on reprend avec ça d'ailleurs dans l'épisode 4, Rendez-vous des fluctuations abstraites, le 27 avril 2011. On n'apprend pas beaucoup d'informations de plus sur ce programme pour le moment, on l'apprendra que plus tard, sur le Z-programme et cet Error Human is Dead, parce que Itaru ne peut pas aller plus loin, malheureusement, il n'a pas les accès nécessaires. Et donc pour cela, on va avoir besoin de recontacter John Titor pour avoir plus d'informations sur cette IBN 5100, ce que Rintaro va faire, évidemment. Et pour en apprendre également un peu plus sur aussi une autre information qui est le Jellyman's Report, pour essayer de décrocher, donc avec l'IBN 5100, de découvrir le Z-programme, cette Human is Dead, et aussi du coup ce Jellyman's Report. On reprend un peu avec le comique de l'histoire, avec la rencontre entre Rintaro, Kabe, Suzuha et Mayuri qui est là, avec son Mayuri tutulu, et Suzuha qui fait qu'elle est guerrière employée face à Monsieur Brown qui se dit mais pourquoi je récolte toujours les cas particuliers, les cas bizarres comme elle les appelle, les spécimens bizarres même. Très marrante cette séquence. Mais ce qui montre, déjà la proximité que Mayuri a à peu près avec tout le monde et ce caractère super gentil qu'elle a, ce qui va nous mettre évidemment en rogne avec ce qui va se passer dans l'épisode 12, et c'est le but de ce genre de personnage moé, c'est de nous faire prendre dans l'attachement, et ça fonctionne de fou avec ce personnage. Et ensuite, on voit un petit détail qui va prendre son importance plus tard avec Mayuri qui fait ce geste au soleil, qui fait ce qu'elle appelle ce que Rintaro appelle la révérence étoilée. On rentre pas dans les détails maintenant parce que c'est pas important, mais si c'est important, mais on aura l'information de ce que ça veut dire réellement beaucoup plus tard. Et c'est peut-être un élément d'à côté des lignes d'univers, c'est pas propre à l'histoire, c'est plus pour la construction faite de la relation entre Rintaro et Mayuri. Où Mayuri, on le rappelle, l'otage officiel carrément de Rintaro. Là aussi, on essaiera de comprendre ce que ça veut dire cela. Ensuite, Kurisu retrouve Rintaro et à travers la laverie, ne veut pas répéter l'échec de son père en appuyant que ce qu'elle a vu, ses voyages temporels avec ses téléphones micro-ondes, c'est des conneries en fait, ça ne veut rien dire, c'est n'importe quoi, elle ne l'admet pas parce qu'elle veut pas répéter l'échec de son père qui apparemment s'est concentré là-dessus. Donc là aussi c'est assez dur pour Kurisu de l'admettre. On a encore cette séquence de laverie où les deux partent l'un après l'autre, se tiennent par la manche, assez légendaire là aussi, où la proximité de Kurisu et Rintaro, même si pour l'instant c'est assez agressif, tsundere, c'est très bien, c'est vraiment super drôle, moi j'adore. Hein. Ensuite on va se retrouver au fameux tournoi de Ferris, où Ferris va mettre au défi Rintaro, et s'il accepte de jouer, elle va lui révéler des informations sur l'IBN 5100. Finalement, après la partie où Rintaro s'est fait exploser la gueule, Ferris ne sait plus où il est exactement, mais va le révéler quand même en disant qu'il est au sanctuaire Yanamayashi. Et ils vont y aller, demander à Rukaku, et surtout au père de Rukaku, de lui retransmettre, ce qu'il va accepter, en disant quelque chose d'assez perturbant, en disant que vers l'an 2000, quelqu'un l'a déposé ici, en disant que quelqu'un en aurait forcément besoin plus tard. Et là, tu te dis, waouh, ça veut dire quoi ça? On ne sait pas qui a déposé cet ordinateur, mais cette personne savait qu'il y allait avoir ce jeune homme, alors peut-être pas forcément Rintaro Kabe, ça pour l'instant on ne le sait pas, qui en aurait besoin. Plus tard. Encore une fois, séquence assez comique de Rintaro qui
parle à Kurisu de son assistant, tout ça. Toujours aussi légendaire, ça. Et les deux se disputent en transportant à la main l'UBN 5100 en direction le laboratoire. Et c'est comme ça que l'épisode 4 se termine. Et voilà, j'ai essayé d'aller assez vite parce que il y avait la nécessité de faire la présentation de l'univers, une chose, bah évidemment, donc White Fox, tout ça, ces choses qu'on ne refera pas évidemment sur les prochaines vidéos, bien sûr, et cette envie que j'avais d'avoir plusieurs mots sur Akira Toriyama et de littéralement des remerciements qu'on peut avoir. Donc c'est une vidéo qui est assez longue, hein, bon voilà, on fera probablement 35 minutes. Bon bah c'est pas très grave, mais c'était important pour moi de dire toutes les choses bien et on continuera sur ce même rythme de 4 épisodes. Je pense que c'est possible de faire des vidéos de 25-30 minutes après, vu qu'il y aura plus, vu qu'on va perdre facilement 10 minutes de vidéo de toute façon sur la prochaine avec les choses que j'ai dites en début de vidéo qui vont pas se répéter forcément. On se retrouve évidemment du coup la semaine prochaine, on continue Ghost in the Shell avec Ghost in the Shell 2 Innocence, il n'y a pas de surprise pour le coup, pas de tirage. Et dans 2 semaines on se retrouvera évidemment pour la suite de Syndicate épisode 5 à 8. Et sur ce je vous dis à plus tout le monde.